Alors, on continue avec des techniques qui nous font travailler dans un premier temps sur des anneaux non principaux, mais où on se rabat sur un anneau principal, puis ensuite on revient sur l'anneau qui était non principal. Hein, d'accord? C'est toujours une technique d'approximation où on cherche finalement à travailler dans l'objet le plus agréable, mais il y a un passeport. Il faut aller vers cet objet plus agréable et ensuite revenir et payer le péage. Donc là, c'est à peu près ce qu'on va faire ici. Un autre exercice, donc, c'est montrer que l'anneau des décimaux est isomorphe. Alors là, on est comme anneau, hein, à z de x quotienté par l'idéal engendré par 10x-1. Hein, l'idéal de z de x engendré par 10x-1. Alors ça peut, si vous ne connaissez pas ce genre d'exercice, ça peut surprendre parce qu'on est avec des décimaux qu'on connaît depuis notre plus tendre enfance et tout d'un coup on nous en parle dans un domaine qui est complètement différent de ce qu'on nous racontait quand on était à la petite école. Oui, alors quelle est la première chose à faire? C'est de voir que D, c'est l'image de l'évaluation en 0,1. D'accord? Donc vous regardez l'application de z de x dans D, qui a P donne un polynôme P de z de x donne P de 0,1. Et bien évidemment, ça va bien dans D. Et ensuite, c'est surjectif. D'accord? Bah oui, parce que si vous prenez un élément, donc petit z, il est dans grand Z, d'accord? Et ça, c'est des chiffres, c'est des décimales. A1, A2, première décimale, deuxième décimale, jusqu'à AK, kème décimale, et ben j'affirme que c'est P de 0,1, où P, c'est Z, le polynôme petit z, plus A1x, plus A2x2, plus AKxk. Voilà, donc ça c'est très facile. Et donc ça prouve que c'est surjectif. En plus, comme c'est une évaluation, c'est un morphisme. Donc on a un morphisme, et on veut montrer finalement que le noyau de ce morphisme, c'est l'idéal principal engendré par 10x-1. Malheureusement, cet anneau n'est pas principal, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder quel est l'anneau principal le plus proche. Le plus proche, on le sait par propriété, c'est quand ici on prend le corps de fraction, parce qu'il faut qu'ici on ait un corps, absolument. À partir du moment où on a un anneau de polynôme, il faut qu'on ait un corps pour que ce soit principal. Donc le corps le plus proche de z, évidemment, c'est Q. Et si je regarde cette évaluation, mais au lieu de la regarder sur z de x, je la regarde sur Q de x, d'accord, alors, bon, et puis il faut changer évidemment ça, hein, bien sûr, mais je dis que le noyau, le nouveau noyau, alors lui, ça va être un idéal principal, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Le noyau de mon évaluation ici, eh ben, c'est l'idéal principal, forcément engendré par, on le sait, hein, par x moins 0,1. Donc on peut remplacer, puisqu'on est sur Q, x moins 0,1 par 10x moins 1 pour normaliser un petit peu. Et donc c'est cet idéal-là si on avait pris Q de x. Mais on est sur z de x, donc il faut prendre l'intersection avec z de x. Donc voilà, on a le noyau. D'accord? Mais pour l'instant, il n'est pas encore sous cette forme-là. Maintenant, ce que me dit l'énoncé, c'est qu'il faut que je montre que le noyau, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'idéal engendré par 10x-1 dans z de x, c'est-à-dire zx facteur z de x multiplié par 10x-1. Et on se demande si on a cette égalité. C'est là où il faut payer ce péage, d'accord? On est content, on était dans un anneau principal, maintenant, il faut retourner dans un anneau non principal. Et c'est là où on se sert du fait que z est factoriel et qu'on a dans un anneau factoriel la notion de contenu. Alors, d'abord, l'inégalité évidente, ça c'est évidemment dans z de x, ça c'est évidemment multiple de 10x-1 hein, par q de x, évidemment, puisque ça l'est par z de x, donc ça c'est clair. Maintenant dans l'autre sens, ça veut dire qu'il faut que je prenne un polynôme ici p, donc dans l'autre sens de là vers là,
euh, il faut que je prenne un polynôme P, hein, qui soit à la fois dans z de x, et qui se factorise en q fois 10x moins 1, où q est un polynôme de q de x. Donc maintenant, je prends le PPCM ici des dénominateurs, parce que là, je vais avoir des coefficients avec, qui sont rationnels, donc il va y avoir des dénominateurs. Donc je prends le PPCM des dénominateurs, donc je vais avoir Q1 sur petit b. Q1, ces coefficients, ils vont être dans Z maintenant, puisque j'ai mis tous les dénominateurs là, finalement dans B. Mais je veux que le contenu, c'est-à-dire le PGCD des coefficients, soit 1. Donc là, c'est pas encore gagné. C'est pas parce que j'ai divisé par le PPCM que maintenant Q1 va avoir un contenu égal à 1. Donc, je vais prendre le PGCD des coefficients de Q1, petit a, et je vais mettre en facteur. Et là, maintenant, je vais avoir A, donc ça c'est un entier, divisé par un entier. Ici, j'ai Q0 qui va être de contenu 1, et ici, j'ai fois 10x moins 1. Donc là, le contenu de Q0, c'est 1. Donc maintenant, j'ai l'égalité P est égal à A sur B Q0 10x moins 1. Je multiplie P par petit b, voilà, et j'ai cette formule-là. Et c'est cette formule dont je vais prendre le contenu, avec ce théorème de Gauss qui dit que le contenu est multiplicatif. Donc ça veut dire que B fois le contenu de P est égal à contenu de A, donc contenu de A, c'est A. Contenu fois contenu de Q0, on a dit que c'était 1, et 10x moins 1, c'est 1, encore une fois. Donc ici, j'ai 1, 1, A, donc il reste que A. Ce qui fait que B divise A, et maintenant comme B divise A, je reprends cette formule, P égale ça, ça veut dire que A sur B, c'était un C qui est dans Z, je vais avoir P égale C, Q0, facteur de 10x moins 1, et ça veut bien dire que j'ai un polynôme de Z de X fois 10x moins 1, donc j'ai mon inclusion inverse. Voilà. Et comme j'ai mon inclusion inverse, j'ai mon noyau et j'applique l'isomorphisme canonique entre l'image, on avait dit que c'était surjectif, et le quotient par le noyau. Voilà, c'est terminé. Un autre exercice que je trouve rigolo aussi, donc la question c'est d'écrire Z de I quotienté par l'idéal engendré par 3. Alors donc, on a un idéal principal, mais ici, on a un anneau principal. D'accord ? Mais pour le décrire, là, on est peut-être un peu gêné aux entournures. D'accord ? On regrette de ne pas être physicien, parce que si on était physicien, je pense qu'on le ferait d'une certaine manière. On l'écrirait, si on était physicien, on l'écrirait F3 de I. Voilà. Et donc ça fait F9. Voilà. Bon, d'accord, vous voyez. Surtout, il faut voir pourquoi c'est faux. Hein. Parce que I n'a rien à voir avec F3. Et c'est ça le piège. Mais en même temps, donc ça c'est le piège. C'est de faire coexister Z sur 3Z et I. 3 et I ne coexistent jamais. Hein, ils n'existent jamais ensemble. Hein, pas plus que Lucky Luke et Robin des Bois, hein, par exemple. Là, ça c'est faux. Mais par contre, ça peut donner une idée. Parce que les idées, ces idées un peu de physiciens, ou un bon physicien, mais de mauvais matheux, hein, peuvent être très fécondes, parce que c'est très rapide, hein, c'est très intuitif, mais c'est faux. Et après, une fois qu'on a dit une bêtise, on la corrige. Et comment corriger ça ? Eh bien, en fait, F3 va coexister non pas avec I, mais avec X, qui ensuite est évalué en I. Voilà, donc ça va être ça l'histoire. Donc regardez, je pars maintenant, ça veut dire qu'il faut que je parte de Z de X. Ça va être cet anneau de polynôme, ça va être l'anneau qui va avoir des propriétés de morphisme les plus fortes.
quand on part de z de i, on ne peut pas aller dans z de x. Ça n'existe pas, un tel morphisme. Mais par contre, de z de x vers z de i, ça c'est possible. Ou z de x et z de i quotienté par 3, ça c'est possible. Il faut bien voir qu'on n'est pas dans les espaces vectoriels, on est dans un monde où les morphismes ont un sens, et il y a des objets qui ont des propriétés qu'on appelle universelles, et qui nous permettent d'obtenir des morphismes, mais il faut partir du bon objet. Et là, le bon objet, c'est z de x, c'est le plus universel, parce qu'on a l'évaluation, on peut quotienter par ce qu'on veut. Donc ici, j'évalue en i, donc là j'ai un morphisme, vers z de i, bon, qui va être surjectif. Puis, je regarde z de i, quotienté par 3. Donc j'ai encore quelque chose de surjectif. Maintenant, je regarde son noyau. Bah, là, le noyau de ça, bah, je regarde l'antécédent de 0 ici. L'antécédent de 0, là, ici, c'est l'idéal engendré par 3. Et là, il faut rajouter x2 plus 1. Hein, puisqu'ici, le morphisme a pour noyau, ben, oui, l'idéal engendré par x2 plus 1. Ça se fait exactement comme dans cet exercice, hein, où au départ, on n'a pas un idéal principal, mais à la fin, on se ramène à un idéal principal et on s'en sort. Donc ça veut dire que le noyau de ce morphisme, c'est 3, l'idéal engendré par 3 et x2 plus 1. Un idéal qui, là, n'est pas principal pour le coup. Mais maintenant, on aurait pu s'y prendre autrement. Je pars de z de x, et maintenant je commence par quotienter par 3, c'est-à-dire tous les coefficients du polynôme, je les quotiente par 3 pour me retrouver dans z sur 3z, ou f3 de x. Et ensuite, je quotiente par x2 plus 1. Et ça, j'ai le droit de le faire. Vous voyez? L'idée est toujours de dire que ça, c'est f de x. Il ne faut pas avoir peur d'être bête. Hein. C'est pour ça qu'on a des brouillons, parce que sur un brouillon, on a le droit d'écrire des bêtises. Sur le propre, on n'a pas le droit. Et sur le brouillon, on écrit ça. Par contre, on ne l'écrit pas voilà, sur le propre. Voilà. Faut pas dire ce qu'on a pensé, mais on a le droit de penser des bêtises. Ça, c'est la grande nouvelle. Alors, là, quel est le... Donc ici, c'est surjectif, parce qu'on a quotienté par 3 ici. Là, ici, c'est surjectif, parce que c'est la surjection canonique. On regarde le noyau de ce morphisme-là. Bah, là, c'est x2 plus 1, et là, c'est 3 x2 plus 1. Donc, c'est encore le même noyau. Donc, finalement, ça veut dire que ces deux anneaux sont isomorphes à un anneau commun qui est z de x, quotienté par l'idéal engendré par 3 et x2 plus 1, l'idéal non principal. Donc ils sont isomorphes entre eux. Mais là, c'est beaucoup plus facile à gérer, et c'était ça, le f3 de i, que j'ai pas le droit d'écrire, mais que j'ai le droit de penser, parce que, je veux dire, c'est mon intimité personnelle. Et que pensait, qu'écrivait en quelque sorte le physicien. Donc ici c'est f3 de x quotienté par x2 plus 1. Donc maintenant, eh bien, si x2 plus 1 est irréductible, alors c'est un corps. Et comme c'est un corps de degré 2, d'accord, sur f3, c'est forcément par unicité f9. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi ça c'est irréductible? Si c'était réductible, comme c'est de degré 2, comme dans l'exercice de tout à l'heure, alors il y aurait une racine. Donc, moins 1 serait un carré. Or, moins 1 n'est pas un carré. Soit vous le faites avec le symbole de Legendre, c'est comme vous voulez. Vous faites moins 1 puissance p moins 1 sur 2, avec p égale 3, donc ça fait moins 1 puissance 1, ça fait moins 1, donc c'est pas un carré. Soit carrément, bah, vous le dites... on voit bien que moins 1 est un carré, parce que le carré de f3, c'est uniquement 0 et 1. Bon. Donc, x2 plus 1 est bien irréductible, et donc c'est f9. Et donc là, la chose, c'est bien isomorphe à f9. Voilà, on a terminé l'exercice, et je tiens à m'excuser auprès des physiciens de leur avoir fait jouer le rôle de faire valoir.
Phew.